Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, un club de philatélie voit le jour dans la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Donc, on espère que tout le monde aura bien souscrit à l'idée d'avoir ce type d'activité-là, qui peut être très, très intéressante autant pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour tous ceux qui aiment l'histoire, tous ceux qui aiment la culture de façon générale et tous ceux qui aiment, si on veut, la discipline de collectionner quelque chose. On rencontre Jacques Langelier du Centre Action bénévole Gascon-Percé. Quand le bénévole s'inscrit chez nous, c'est toujours lui qui décide ce qu'il va faire, quand il va le faire, le nombre de fois qu'il va le faire, ça c'est pas important. On peut dire non 4, 5, 6 fois, c'est pas important. La fois qu'on dit oui, c'est important. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Cauvier. Ça vient du bas du fleuve. C'est une chienne qui avait perdu tout son poil à cause d'une maladie de peau et ça appartenait à Jacques Aubert, la chienne à Jacques. Donc, lui, l'hiver, pour pas qu'elle ait froid, il lui mettait des vieux chandails usés. Quand le monde voyait le chien se promener, Méchante anecdote. habillé n'importe comment, ben là, t'es habillé comme la chienne à Jacques. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Alors, cette semaine, on débute l'émission en discutant philatélie. Alors, je vous invite à regarder l'entrevue qui suit. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Alors, cette semaine, à l'émission, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Jean-Pierre Noël et M. Michel Fréchette, qui sont présents à l'intérieur de notre émission cette semaine pour discuter de philatélie. Et le plaisir de la chose, c'est quand même une belle annonce pour le secteur de la MRC du Rocher-Percé. Un nouveau club de philatélie voit le jour, si ce n'est pas le tout premier club de philatélie. Et c'est la raison de la visite des deux invités que je viens de vous présenter au studio de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Alors tout d'abord, bonsoir M. Jean-Pierre. Bonsoir Mirko, ça va bien? Ça va très bien, vous? Merci, très bien. Et bonsoir M. Michel. Ça va très bien, moi aussi. Bonsoir à tous. C'est un véritable plaisir de vous recevoir à l'émission Reflet d'ici. Et vous, je crois, M. Jean-Pierre, vous en êtes à votre première visite? Hein, de mémoire, je ne vous ai jamais réalisé d'entrevue avec vous. Oui. Donc, bienvenue à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Merci. Et je vous annonce déjà que ça va être un plaisir de vous revoir dans le futur, certainement pour continuer à parler du beau sujet d'aujourd'hui. Alors, un nouveau club de philatélie pour le secteur de la MRC du Rocher-Percé. Dites-moi donc, comment ce projet a vu le jour? En fait, c'est que Michel et moi, on s'est rencontrés sur ce sujet-là, suite à une requête qu'on a fait l'un et l'autre à la Fédération québécoise de philatélie, qui est localisée à Montréal. Alors, c'est à raison de peut-être 3 semaines, 1 mois. Michel s'est adressé à la Fédération pour connaître davantage s'il y avait quelque chose en Gaspésie, s'il y avait un club de philatélie qui permettrait aux philatélistes, aux gens de se rencontrer puis de faire des échanges. Et moi, en parallèle, la même chose. Alors, M. Lafontaine, le président là-bas, nous a mis en contact et c'est comme ça qu'on a décidé d'articuler un projet de base pour démarrer un club de philatélie pour la région Gaspésie et la Madeleine, qui est un club régional, si vous voulez. Alors, il faut le dire, c'est la passion pour collectionner les thèmes qui est à la base de votre première rencontre. Et la beauté de la chose, c'est qu'il y a maintenant un endroit désigné pour opérer l'ensemble des opérations du club. Oui, en fait, ce sera à l'Arena de Chandler, une fois par mois. Lorsque le club sera mis en place, on aura eu notre rencontre de fondation le 27. Donc, on espère que tout le monde aura bien souscrit à l'idée d'avoir ce type d'activité-là, qui peut être très, très intéressante autant pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour tous ceux qui aiment l'histoire, tous ceux qui aiment la culture de façon générale et tous ceux qui aiment, si on veut, la discipline de collectionner quelque chose. Dès le départ, il y a eu un intérêt de la part de la ville de Chandler à soutenir le projet en tant que tel. Oui, que Chandler est un point central, si vous voulez, sur la côte sud de la Gaspésie. Alors, on s'intéresse aux philatélistes de Gaspé, de Carleton, de Passepébiac. On les invite à venir dans la région de Chandler pour former un club régional. Donc, on s'est adressé à la ville et puis on a eu de l'ouverture. Puis, ils nous offrent l'opportunité d'utiliser un local, localisé à l'Arena, comme Michel l'a mentionné.
Et puis, vous avez quand même un certain esprit d'ouverture en ce qui concerne le projet. Vous allez peut-être rejoindre, on pourrait dire peut-être l'utile à l'agréable pour les collectionneurs de monnaie en tant que tel. Et ça porte un nom particulier, peut-être le souligner, parce que je vous avouerai qu'à la caméra, je ne saurais pas le répéter. Là. Oui, les numismates. Exactement. Les clubs de numismates. En fait, bienvenue à tous. Oui. Vous êtes des collectionneurs. Alors, il y a la philatélie, c'est une chose, mais les pièces de monnaie aussi et les billets, les dollars oui. sont un autre intérêt. D'autres éléments intéressants à collectionner aussi. Par la bande, Poste Canada devient un peu partenaire, hein, c'est ça? On a eu l'occasion de rencontrer Mme Karine Bugeaud, oui. qui est les superviseurs de l'ensemble des bureaux de poste sur la côte-sud de la Gaspésie. Et je sais qu'elle fait déjà, avec les numismates, certaines activités, des journées portes ouvertes, des choses comme ça. Et elle nous a offert exactement, en tout cas, elle nous a offert son ouverture, puis sa collaboration aussi. Bon, c'est très apprécié. Ouais. En ce qui concerne l'histoire des timbres en particulier, en préparation d'entrevue, je discutais avec vous tout à l'heure, M. Fréchette, et puis vous me disiez que il y a des timbres qui sont produits au Canada depuis 1974. Je trouvais ça très, très intéressant. Est-ce que vous pourriez un peu nous faire un bref historique, du moins des timbres au niveau du Canada? Là, Okay. C'est depuis 1974 qu'on a vu quelques spécimens apparaître. Là, non, c'est beaucoup avant ça. Ouais. La philatélie ou le timbre date des années 1800 quelques ici. Ce que je discutais, c'est que le Canada s'est mis en mode philatélique, si on veut, un petit peu plus organisé, à partir de 1974, où on a fait la parution d'une collection annuelle. Je vous présente, par exemple, celle de 2014, qui est devenue un produit extrêmement recherché par sa qualité et qui comprend chacun des timbres émis dans l'année. Mais cette activité-là, attendez un peu, je vais essayer de me centrer sur la caméra, voilà. OK. Alors, on retrouve pour chacun des timbres de l'année une description quantitative, qualitative, les artistes qui y ont été associés et tout ça. Mais ça, c'est le produit de 40 ans de développement. Moi, je les ai tous, ces albums-là, et je peux vous dire que d'année en année, on peut examiner la qualité des artistes, on peut examiner les parutions, comme par exemple, un des éléments qui est informatif, c'est qu'on se plaint de la diminution du service postal en région ou ailleurs, la lettre comme telle, affranchie. Par contre, quand on regarde les nombres de parutions, les quantités de timbres émis dans chacune des années pour un type de timbre qui est, par exemple, un timbre commémoratif, il diminue d'année en année. Donc, il nous indique le fait que le Canada, respectant les normes de l'UPU, l'Union postale universelle, qui dit qu'on ne doit pas émettre plus de timbres que la quantité qu'on a de besoin pour l'affranchissement dans une certaine période. Ça semble être une règle qui est suivie par certains pays, mais pas par tous. Le Canada, ayant respecté en grande partie ces éléments-là, on voit que le nombre de timbres émis diminue. Sauf certains spécimens commémoratifs qui sont vraiment je dirais, d'intérêt canadien général et même mondial. Ce nombre-là diminue. On est parti, par exemple, de 15 millions dans certaines années, dans les années 80, et on est rendu à 360 000 pour un timbre. Donc, il y a eu énormément de réduction dans l'affranchissement parce que l'instrument de l'affranchissement étant le timbre, surtout avec aussi les timbres que les postiers peuvent émettre par des petits bordereaux de paiement, comme quoi le paiement a été enregistré, et non plus le timbre qu'on achetait avant. Donc, tous ces éléments-là viennent nous indiquer à la fois la vivacité d'un service postal et aussi sa répartition. Okay? Et l'intérêt aussi des thématiques. Plusieurs diront, par exemple, que le thème canadien a perdu un certain intérêt, malgré que ça, c'est à discuter, sur les thématiques qui ont été traitées, utilisant largement les sports, utilisant largement des catastrophes naturelles ou l'environnement, alors que la culture, des fois, a été délaissée
On a même emprunté une thématique sur les années chinoises, par exemple, ou sur, je dirais, les thèmes sur la guerre, parce qu'on a eu une période 39-45, donc qui a correspondu à 50 ans. À un Il y a anniversaire. un caractère historique à l'intérieur Énormément, du document. énormément. Et on apprend beaucoup, non seulement sur notre propre pays, mais parfois ça s'échelonne même à la grandeur au point de vue international. Là. Oui. Quand il y a eu le Titanic qui fêtait son 60e Oui, puis il y a eu l'Empress of Ireland qui était à Tout à côté fait. de chez nous. Exactement. À Donc, ça Rimouski, devient très Pointe-au-Père. intéressant là, comme document à voir à la maison. C'est pas simplement des thèmes, mais il y a un historique, une description pour chacun des thèmes. C'est un très beau cadeau à offrir à l'année, tout à fait. à chaque année. Mais je dirais aussi, même au niveau régional, parce qu'on voudrait inviter aussi la population à regarder les boîtes qui traînent un peu dans le sous-sol, quelquefois, qui recèlent beaucoup de correspondances, de cartes postales sur des thématiques, et ça devient des objets à côté du timbre comme tel, mais qui témoignent de son utilité comme transport de culture. Pardon. Transport de culture et transport de vie collective ou quotidienne. On a exploité cet élément-là largement avec justement l'Empress of Ireland, où tout le courrier qui avait été transporté sur le bateau et débarqué du bateau parce que les gens avaient écrit leur dernière carte postale sont devenus des éléments de perception de ce moment-là au mois de mai 1914. Ouais. Alors, ça devient aussi des témoins importants pour relater les épisodes dramatiques ou heureux de notre vie collective. Donc, c'est un intérêt pour les jeunes de mieux comprendre leur passé, de certains de nos aînés de mieux revivre toute leur vie. Ça peut être drôlement intéressant. Moi, ce que je dis aussi, c'est qu'en manipulant des timbres, vous avez de la dextérité manuelle, vous avez une acuité visuelle qui est toujours travaillée, vous avez à avoir une certaine mémoire, un certain ordonnancement dans le travail. Donc, c'est toujours fondé sur une base de discipline, de travail aussi. En préparation d'entrevue, vous avez montré quelques petits faits inusités en ce qui concerne certaines, je ne dirais pas publications, mais certains, est-ce qu'on peut dire timbres ou cartes postales qui ont été produites par Post Canada et qui ont peut-être un caractère assez spécial. Et je vous laisse nous faire découvrir ces petits faits inusités. Ce qui peut être intéressant, et je demanderai tantôt à Jean-Pierre de nous parler un peu des éléments qui constituent des outils de travail pour nous, si tu veux bien, Jean-Pierre. Moi, je vais plutôt vous témoigner d'une chose que j'ai trouvée assez inusitée au niveau de notre propre région. En 1984, il y a eu bien entendu les cérémonies entourant le voyage de Jacques Cartier. Les autorités postales de la France, d'où était parti Jacques Cartier, Saint-Malo, et ici en Gaspésie, où il est abordé, à Gaspé, ont produit un document, qui est celui-ci, qui mettait en cause ou qui mettait ensemble le même timbre, mais produit par deux administrations postales différentes. OK? Donc, vous avez ici à votre droite le timbre canadien pour 32 sous d'affranchissement à ce moment-là. Et la même plaque aurait servi, si on veut, pour le timbre français à 2 €. Avec une notice d'information, ça a été produit par les postes françaises. Vous avez aussi un espèce de produit, je dis ça parce que ce sont tous des produits accessoires ou complémentaires à une même philatélie, si on veut. Il y en a qui peuvent prendre un timbre puis le développer dans toutes ces déclinaisons, c'est-à-dire toutes les erreurs, toutes les couleurs manquantes, tous les chiffres manquants, tous les mauvais bordages, les pointillés là, qui décrochent un peu, qui sont à gauche ou à droite, et ainsi de suite. Mais sur un même timbre, vous pouvez avoir beaucoup de choses. Il y a eu aussi en parution pour le Canada ces cartes postales-là, qui une est fausse, dans le sens elle n'est pas exacte, et l'autre a été reprise. Il y en a une qui s'appelle Gaspé en reproduisant le rocher percé. Okay, qui a été retirée dans la journée même parce qu'elle comportait une erreur. On ne peut pas dire que Gaspé, c'est le rocher percé. Les deux ne vont pas ensemble nécessairement. On a remplacé celle-là par Gaspésie et avec le rocher percé.
Et ça, c'est une carte postale du gouvernement, parce qu'un timbre, c'est un document officiel. C'est produit par une autorité du gouvernement. Si bien qu'on ne pouvait pas tolérer sur le marché la circulation d'une erreur. Alors, il existe plusieurs éléments comme ça, parce que les timbres sont très, très compliqués à ramasser toute une vie sur un petit bout de papier très, très petit. Si bien qu'il peut y avoir des zones d'erreur assez monumentales de ce côté-là. On en a vu plusieurs, et ceux qui vont faire la philatélie de façon attentive vont rechercher justement ces erreurs-là. On peut vous produire, par exemple, une collection comme celle-là. Ce sont tous des timbres pareils ou à peu près, mais certainement que là-dedans, il y a des variantes. OK? Si je les examine avec la loupe, ici et ça, ce qui devient une espèce de travail de moine, si on veut, mais ça devient intéressant de voir s'il n'y a pas eu des variantes. Donc, il y a plusieurs aspects d'analyse. Oui. On peut se passionner tant au thème en tant que tel, sa structure, la façon son dont histoire. que l'histoire. Ouais. Il y a eu par exemple, au Canada, on a été longtemps intéressé par le thème sur gravure d'acier, en taille douce qu'on appelle. On a délaissé ça pour les lithographies, pour des imprimeries à haut rendement. Mais les timbres qui sont les plus intéressants, et Jean-Pierre en a une excellente collection de ce côté-là, ce sont des timbres qu'on appelle en taille douce. Le dernier véritable timbre, je ne l'ai pas apporté malheureusement, mais on pourra se reprendre, qui est véritablement en taille douce de façon exceptionnelle, c'est un timbre du Canada qui a été mis pour une somme de 10 $. Donc, c'est un timbre qui vaut 10 $ quand vous l'achetez. Donc, c'est un billet de 10 $, si on veut. C'est un des plus grands timbres, c'est le plus grand timbre que le Canada a émis. Il représente une baleine, un rorqual bleu, et il a une série de spécifications techniques qui lui font ressembler à un billet de banque. Okay? Mais par contre, nos nouveaux billets de banque sont des polymères. Or, lui est imprimé sur du papier. Ce qui donne toute une coloration, toute une spécificité à la philatélie canadienne. Plusieurs de nos amis qui viendront dans le club sont probablement des adeptes de la philatélie canadienne. Par contre, l'ensemble de la planète peut être collectionné et avec grand bonheur aussi, parce que ça nous fait voyager à peu de frais, si on veut. Donc, on comprend très rapidement l'éventail que cette passion-là peut amener, tant en termes d'information que d'analyse en tant que telle du produit. Mais pour les gens qui veulent s'y intéresser d'un peu plus près et embarquer dans ce club de philatélie, on doit s'attendre à quel genre de services qui vont être offerts par ce club-là lorsqu'on va prendre contact pour la première fois. Et du même coup, peut-être en profiter pour parler du petit kit du débutant. Ce que je peux vous dire, Mirko, ce que je peux vous dire, c'est que c'est toujours les gens qui sont présents, qui sont là, qui font que quelque chose devient intéressant. Que ce soit un club de voitures où il y a des gens qui vont avoir des pièces particulières sur tel type de modèle, qui vont pouvoir avoir l'occasion d'échanger entre eux, de se cultiver, de s'instruire. Alors, le club permet justement aux gens, dans un endroit commun, à raison d'une fois par mois, de se rencontrer et de discuter de philatélie, de numismatique, pourquoi pas. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va offrir comme service, c'est qu'on va offrir aux gens l'opportunité d'avoir une idée sur l'ensemble de leur collection. Ici, j'ai quelques catalogues que j'ai apportés, qui sont des catalogues dans lesquels on trouve des timbres. Dans ce cas-ci, c'est les timbres de France. Le Canada est bien intéressant, bien sûr, mais il y a aussi d'autres pays qui ont de belles qualités, de très beaux timbres. Alors, généralement, ce sont des catalogues couleurs. Les gens vont pouvoir, évidemment, identifier. Consulter, oui, c'est ça. Puis évaluer aussi la valeur de leur timbre. Ah oui. Il y a toujours une vieille lettre d'amour qui traîne à quelque part, qui vient de ma grand-mère ou de ma mère ou de mon père. Alors, il s'agit de fouiller dans le fond des tiroirs, trouver des vieux timbres, puis des oblitérations également. Les oblitérations, c'est comme ça qu'on a franchi le timbre. C'est le cachet qu'on appelle. Le cachet d'oblitération. Ouais, c'est ça. Et ça veut dire beaucoup de choses. L'oblitération. Ça ne sera pas un club qui va être exclusivement pour les gens qui sont connaisseurs ou qui font de la philatélie depuis longtemps. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, qui va arriver chez vous, on lui donne un certain encadrement. On est ouvert à cette clientèle-là. Hein. Ça peut être des nouveaux adeptes. Hein. C'est ça, les gens vont vouloir collectionner, évidemment, mais ils vont vouloir sans doute se prémunir de matériel. Alors ici, on a des albums qui sont en exemple.
Et dans ce cas-ci, Je te montre. c'est une île, l'île Jersey, qui est dans la Manche, qui est une possession anglaise. Exemple, alors le Canada est très valable aussi, fait partie du British Commonwealth, nous aussi. Alors en fait, il y a des albums ici sur les thèmes de Terre-Neuve. Terre-Neuve, dans ce cas-ci, a entré dans la Confédération canadienne vers 1941. 49. Ouais, après la guerre. Et à ce moment-là, ils avaient leur propre thème et leur propre monnaie, eux aussi. La Nouvelle-Écosse également. Et Nouveau-Brunswick. oui, Nouveau-Brunswick aussi. Alors, Avant la Confédération. C'est un volet un peu plus spécialisé qui fait qu'on collectionne, ou on peut collectionner les timbres des provinces canadiennes avant la Confédération. Alors, il y a un potentiel fou. Dans ça aussi, il y a des spécialités, un peu comme Michel décrivait. Il y a des subtilités sur certaines émissions de timbres qu'il faut réussir à identifier. Alors, le club permet à ces gens-là de se rencontrer et puis d'échanger. Moi, il y a un grand bout que je ne connais pas, par exemple, sur les provinces canadiennes. Je n'ai aucun timbre. Alors, on peut sonder au sein des membres qui auraient des timbres à échanger sur tel ou tel domaine ou tel pays, etc. Il y a un monsieur que je connais bien de Port-Daniel qui collectionne les timbres de Russie. Lui, c'est un spécialiste de Russie. Il y en a un autre de la région de Passepébiac qui, lui, fait la Tchécoslovaquie. Alors, les gens peuvent avoir un grand plaisir à échanger. C'est parce qu'en Gaspésie, on se retrouve, si on est en l'absence d'un club, on se retrouve un peu dans notre coquille à la maison, en train de faire notre propre travail, mais on manque d'informations, bien qu'on ait accès à Internet, mais quand même. Alors, le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un, de rencontrer des gens... La richesse, ça va être là, en fin de compte. Hein? Ben, Dans, il y a le, ce que je dans le pense. contact humain Ouais. que ça va créer et les échanges que ça va amener. Ben, si on prend... J'avais une réflexion à un moment donné quand j'ai été voir le magasin général à Lens-à-Beaufils. On parlait à nos amis qui tiennent ça, puis j'ai dit, vous n'avez pas véritablement, pendant les années que vous représentez en termes d'objets, d'artefacts, vous n'avez pas peut-être les pièces de monnaie et l'ensemble de la philatélie qui s'y accompagnent. Or, la majeure partie des grandes maisons qu'on a eues en Gaspésie tenaient aussi bureau de poste, les magasins généraux et tout ça. Puis il y avait un salon de coiffeur, il y avait ci, il y avait ça, mais ils vendaient aussi l'affranchissement parce que c'est un relais postal. Donc, on a tout à découvrir, puis le musée de la Gaspésie devrait peut-être s'y intéresser aussi, mais on aura une préoccupation, en tout cas moi j'ai une préoccupation pour l'histoire de la philatélie, dans le sens que le cachet dont parlait... Particulièrement en Gaspésie. Hein? Particulièrement, parce que c'était un des premiers endroits où on a eu vraiment une poste organisée, parce qu'on était isolés, donc puis on était à un point aussi péninsulaire avec des consulats. À Gaspé, il y avait 7 consulats ou 8 consulats. Donc, on avait une internationalisation de la chose et on avait beaucoup de mouvements de notre personnel, de nos populations. Donc, les cachets viennent nous indiquer d'où partait telle nouvelle pour aller à tel endroit. Parce qu'on a l'adresse de destination, mais on a l'adresse de départ aussi avec l'expéditeur. Donc, on est quand même capable d'aller chercher beaucoup d'informations historiques de ce côté-là. Mais je pense qu'il y a aussi les services qui pourraient être développés avec nos membres. C'est à la fois l'accès à des catalogues, l'accès à des réseaux. Nous, on va être membre de la fédération. Si tout se passe bien, on est déjà accueillis d'une certaine façon. Il nous reste à mettre en place l'organisation formellement auprès du bureau du registraire et tout ça. Mais on va déjà connecter avec l'ensemble de la planète, parce que la fédération, c'est un point focal pour aller ailleurs. Autre chose, les individus qui sont membres peuvent avoir des correspondants. Moi, je sais qu'avec l'Algérie, j'ai eu un correspondant pendant des années. C'est lui qui m'informait de ce qui se passait, c'est lui qui m'envoyait les premières parutions, c'est moi qui lui envoyais tel type d'informations et tel type de produits philatéliques. On a cultivé beaucoup de choses ensemble au niveau sympathie, puis quand cette personne-là est décédée, ça a été véritablement pour moi, pas un drame, je dirais, mais ça a été une perte pour moi parce que j'avais connu cette personne-là personnellement et je l'avais connue au niveau de sa dimension historique, sa dimension, parce que c'était un des premiers philatélistes en Algérie. Donc, c'était une personne reconnaissable et reconnaissante
dans le sens où tout le monde venait lui reconnaître sa valeur en termes de philatélisme. Donc, on vient au milieu de personnes qui sont, si on veut, des points centraux de culture. Et je vous dirais qu'ici, si on avait encore plus de personnes venant d'origines diverses, que ce soit des Italiens, des Grecs, des Arméniens, des Allemands, c'est autour de ceux-là qu'il se développe le plus de synergie quelquefois, parce qu'ils ont eux-mêmes accès à des circuits différents. Moi, je vous parle, quand je suis allé à Dubaï, ben, j'ai tout de suite connecté avec le bureau de poste là-bas. C'était au même titre, quelqu'un qui fait du ski, ben, il va aller à tous ces endroits d'intérêt. C'est quelqu'un qui fait du vélo. La même chose pour la moto. Ben, on a aussi nos filières, d'une certaine façon, nos portes d'entrée. On comprend bien le potentiel qu'il y a derrière la mise en place du club et on comprend très rapidement là, que ça risque d'être très intéressant de suivre de près l'évolution de tout ça et j'imagine qu'on va avoir à se rencontrer pour faire le point dans les prochains mois pour voir comment ça va et peut-être découvrir des choses qui sont tout à fait extraordinaires. On parle de rencontres mensuelles, une rencontre par mois? Oui. Actuellement, c'est ce qui est prévu avec un relâche durant l'été. C'est ça. Toujours le deuxième mardi du mois. Oui. À l'Arena de Chandler, commençant le 27 janvier. D'accord. Et puis pour une personne qui voudrait s'initier et se rendre pour la première fois au club, peut-être le petit kit de démarrage de base qu'on se doit d'avoir, on en parlait peut-être un peu en préparation d'entrevue, parce que moi, personnellement, je trouve ça très intéressant et j'en serais pratiquement simplement à mes débuts. Moi, ma femme a commencé à collectionner les timbres canadiens à partir de 98, l'année de notre rencontre, ça s'arrête là. Et puis on lit les livres et on collectionne simplement au point de vue du livre canadien. Donc, on a déjà un intérêt de base. Ça prendrait quoi comme petit kit de démarrage, disons? Parce qu'on en parlait, là, je crois, en tout cas, ça ne coûte pas $1 million. Là. C'est un des plaisirs ou des AB les plus abordables parce que vous pouvez avoir des timbres à $1 million. Okay? C'est comme les peintures. Mais vous pouvez aimer la peinture pour la peinture. Donc, une collection, ça part de rien, finalement. Ça part d'un assemblage de ce que vous pouvez mettre ensemble. Même des gens qui collectionnent des timbres déjà imprimés, je crois. Qui ont déjà été utilisés. Surtout actuellement, les timbres qui ont été utilisés sont de loin plus nombreux que les timbres qui n'ont pas encore utilisé la poste, qui n'ont pas encore été affranchis. Il y a des collectionneurs, vous me parlez de quel est le kit de départ, ben, une petite pince, parce que ça peut aider à manipuler ça qui est en fait, un timbre, c'est 2 dimensions. Si vous essayez de manipuler ça sur une table, vous allez voir que c'est assez difficile, vous cornez rapidement les timbres. Pas l'abîmer, là. Voilà. La fameuse pince Cécile, dans le fond, là? Mais non, les points arrondis. Il faut que les pointes soient arrondies pour ne pas blesser le timbre. Parce qu'une pince Cécile, c'est assez cool. Voilà. Ça vous prend une petite loupe. Okay. Depuis un certain temps, ça vous prenait des lecteurs UV parce que les timbres avaient des bandes phosphorescentes pour l'affranchissement automatique. Donc, il y a des timbres qui ont été produits sans UV et avec UV pour une période, pour arriver à faire le passage. Vous avez besoin, après ça, de classeurs, comme on vous a montré. Des classeurs aussi simples que ça. Ce sont des classeurs qui sont sur carton un peu spécial, mais avec des bandes de papier ciré pour ne pas conserver l'humidité. Et à ce moment-là, pour les timbres qui ne sont pas oblitérés ou qui contiennent encore leur gomme d'origine, ne pas les coller dans les... Okay? Maintenant, on travaille beaucoup plus avec des éléments de plastique, des pochettes en plastique plutôt que des pochettes en carton. Ça vous prend du matériel de classement, donc des petites enveloppes. Mais tout ça se vend et c'est pas très, très cher. Ça coûte moins cher que, je dirais, des pads de hockey, là, de gardien de hockey. Là. Okay? On est loin de ça. Là. Peut-être pour 25-30 $, vous êtes démarré, là, puis vous avez du plaisir, parce que vous pouvez acheter aussi des timbres en vrac. Ça se vend pratiquement à la poche. Donc, pour démarrer dans les écoles ou n'importe quoi, pour couvrir la planète, des fois, il y a des pochettes, des poches à, mettons, 50 ou 25 $, vous avez 10 000 timbres. Bien, vous faites ce que vous voulez avec ça, là, vous les classez comme vous voulez, mais ils sont souvent sur du papier, les enveloppes d'origine. OK? Là, il faut les laver, il faut les nettoyer, il faut les mettre entre buvards pour bien les mettre à plat. Il y a toute une petite technique, mais tout ça, ça fait partie du
Chose certaine, à discuter avec vous, on ressent vraiment la passion. On voit que vous êtes des passionnés de la philatélie. Et moi, peut-être en terminant l'entrevue, ce que j'aimerais souligner, c'est que vous êtes carrément les initiateurs de la mise en place de ce nouveau club-là. Je vous félicite pour l'initiative. Et puis, les gens qui nous écoutent à la maison et qui voudraient en savoir plus sur le club, s'inscrire ou participer aux activités, peut-être en terminant, si on a bien fait le tour, tout simplement donner les coordonnées du club en tant que tel, ou si vous voulez, si on a oublié quelque chose, je vous laisse la parole pour conclure. Ben, moi, je vais simplement donner mes coordonnées, sachant que la réunion de fondation aura eu lieu le 27. Donc, ceux qui auront voulu venir sont les bienvenus. D'autre part, bon, je répète mon nom, Michel Fréchette, et je suis à 88 782 51 92. Et au niveau du courriel, c'est mlfrechettte@hotmail.com. Donc, on peut me rejoindre avec ça. Et vous, M. Jean-Pierre? Mon nom est Jean-Pierre Noël, je suis dans l'annuaire pour Chandler. Pour le téléphone, ça va être assez simple. Le courriel, c'est jpnoel@globetrotter.net. Alors, je peux vous donner de l'information, ceux qui désirent devenir membres, et de vous informer aussi sur les horaires mensuels, des rencontres, etc., etc. Et moi j'aurais peut-être un petit mot, si vous me permettez, concernant nos amis des îles. On a voulu avoir un club qui était à l'image d'une région administrative. Parce qu'à l'origine, quand on a contacté la fédération, on s'est aperçu qu'il y avait une zone d'ombre complète pour l'ensemble de notre région. C'est un peu la même chose sur la Côte-Nord, je pense, mais on s'est moins intéressé. Mais pour la Gaspésie, les îles, il s'agit de connecter avec nous parce que nous, on voudrait être aussi autant virtuel, d'une certaine façon, que parce que Chandler, c'est un lieu, mais je pense que la philatélie est beaucoup plus facile si on a des liens puis on a des échanges par Internet et ci et ça. Il n'y a rien qui dit que dans un avenir rapproché, si tout va bien, on ne fera pas des réunions régionales. Il n'y a rien qui dit qu'on ne prendra pas d'ampleur, mais c'est à la volonté des membres de nous suggérer, à partir de ce point de départ-là, ce qu'ils veulent faire avec leur club. Ça, je pense que c'est bien, bien important. On ne peut pas définir un club en dehors de la volonté de ses membres. Alors, M. Jean-Pierre Noël, M. Michel Fréchette, merci beaucoup. Tout d'abord, félicitations d'avoir initié ce beau projet-là. Vous êtes les initiateurs du projet et ça va faire, je crois, beaucoup d'heureux dans le secteur de la MRC du Rocher-Percé, dans le secteur de la Gaspésie et des îles, de voir naître ce club-là. Et je vous remercie d'avoir partagé votre passion avec les gens à la maison. Oui, on dit aux gens, venez vous joindre à nous. Nous sommes un groupe, on aime la culture, la géographie, l'histoire, et c'est mondial. Bienvenue! Et on termine en se disant que nous allons nous faire un devoir de nous revoir un peu plus tard dans la saison, peut-être pour parler encore une fois de philatélie. Merci et beaucoup. Autre chose, peut-être de Nuit Métier aussi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup. Tout le plaisir a été pour nous. Merci. Merci à nos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Cette semaine, nous recevons en studio M. Jacques Langelier du Centre Action bénévole Gascon-Percé. Alors, bonsoir, M. Jacques. Bonsoir, Mirko. Ça va toujours bien? Ça continue de bien aller. L'année est reprise, puis ça augure bien. Comment ça a été pendant le temps des fêtes? J'imagine qu'on va faire un petit bilan en ce qui concerne les fameux paniers de Noël. C'est ça, parce que si on se rappelle bien, on était venu, on en avait parlé, je pense, au mois de novembre, parce qu'on était déjà dans le gros jeu à ce moment-là. Exactement. On avait dit qu'on donnerait des résultats à ça. C'est sûr que les résultats ont été, cette année, que je pense cette année 2014, ça a été, je dirais, une année record. Ah oui. Bon, c'est super de dire ça, là. Une année record, ça veut dire qu'on parle d'argent, on parle de denrées aussi. Fait que moi, j'ai amené mes chiffres ici pour être sûr que je ne me mêle pas. Quand je parle de rentrée d'argent, là, ça veut dire que la Sûreté du Québec, le secteur de Pabot, là, ils ont fait la tournée des commerces pendant une journée. Ça, c'est de l'argent. Le Carrefour Jeunesse Option Emploi, qui a fait 4 points de service au niveau des grands magasins, ils ont ramassé de denrées, ils ont ramassé de l'argent aussi. Il y a monsieur et madame tout le monde qui nous donne, il y a les fabriques, il y a les congrégations religieuses, il y a les... etc., etc. Ça a fait qu'on a ramassé 21 687 $. Ça, c'est de l'argent sonnant. Hein? C'est pas, ça ne vient pas d'Afrique, ça. Là. Ça vient de la MRC Rocher-Percé. Puis, c'est sûr, un montant comme ça, c'est à peu près, je pense, c'était 15 1600 de plus que l'année passée.
de l'argent. Oui. Hein? Ensuite, on a récolté beaucoup plus de denrées que l'année passée, ce qui fait qu'avec ce montant d'argent-là, plus les denrées qui se sont faites un petit peu plus intéressantes, on a pu faire des paniers qui étaient plus fournis. Ça veut dire que les paniers cette année valaient entre 150 et 180 $, dépendant de ce qu'on a pu mettre à la fin. Ça pouvait être 150, 160, mais ça roulait autour de 180 $. Puis ça, ça allait... Très intéressant Oui, comme panier. on parle toujours de canage, on parle toujours de denrées de toutes sortes. Ça va du déjeuner au souper, le repas le plus complet possible. Il y avait du pain, du lait, des chips, de la liqueur. C'est Noël, hein? Ça fait qu'on se gâte, tout le monde là-dedans. Alors, ce qui fait que le panier avait une valeur terriblement intéressante. En ce qui concerne les besoins, est-ce que c'était stable cette année Les où il y avait besoins- plus de besoins et ça a été une bonne les nouvelle? besoins, c'est tu qui m'en poses une bonne, j'ai pas fait ça. D'après moi, les besoins pouvaient se ressembler comparés à l'année passée. Bon, donc, on a Ce été qui est en quand mesure même, de pouvoir... ce qui est quand même bien. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu donner tous ceux qui répondaient aux critères. Si tu te rappelles bien, Mirko, Oui. on est obligé, par souci de transparence, c'est les gens qui donnent l'argent, d'aller vérifier le plus possible. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est fournissez-nous des preuves de vos revenus et de vos dépenses. Puis formule à laquelle adhère la grande majorité des gens. Mais si j'ai deux personnes qui disent « je regrette, mais tu ne viendras pas fouiller là-dedans », on ne peut pas retenir cette demande-là. Ce qui fait que 285 paniers ont été donnés, ce qui a couvert 358 adultes et 93 enfants. Alors, toutes les demandes qu'on a reçues qui répondaient aux critères ont été répondues. Et encore une fois, cette année, il y a eu une participation, une solidarité de la part des partenaires. Extraordinaire. Les exemplaires. partenaires, regarde, Carrefour, Jeunesse, Option Emploi, la Sûreté du Québec, Poste de Parbourg, Automobile Ford Monger. Ça, c'est les trois partenaires que je dirais là, de terrain, réguliers de terrain. Mais pour aller chercher toute cette générosité-là de la part de tout le monde, bien, ça prend ces partenaires-là. Fait que monsieur, madame, tout le monde, il est aussi généreux, sinon plus qu'il l'était. Puis, ça a donné le résultat qui était là. Puis, il ne faut pas oublier que ça fait X années qu'on fait ça et que jamais la générosité s'est démentie. Alors, moi, c'est sûr qu'au nom des bénéficiaires, on va les appeler comme ça, les noms des gens qui ont pu bénéficier d'un panier de Noël, moi, je dis merci à la population de la MRC Rocher-Percé. Je suis très, très, très fier d'en faire partie et de parler de leur solidarité et de leur générosité. Parce que Dieu sait, Mirko, si on est sollicité à l'année, Ben oui. et jamais le Centre d'action bénévole a pu dire « c'était pas si pire cette année, c'est toujours bon ». Mais cette année, là, on est particulièrement très fiers. Ça fait qu'un énorme merci à tout ce qui bouge dans la MRC. Encore une fois, le Centre d'action bénévole a probablement fait la différence dans la qualité du Noël de bien des familles. Ça, encore il une fois, y a une chose qu'il ne faut pas oublier, le magasin Art à Chandler, qui nous a appelés pour nous dire « j'ai des jouets à vous donner, mais pas des jouets usagés, des jouets flambant neufs dans leur emballage. » Alors, ça veut dire que tous les enfants qui étaient rattachés, c'est évidemment qu'il y a un certain âge, que 7-8 ans, je pense. Tous ces enfants-là avaient un gros sac de jouets flambant neufs. Alors, quand tu reçois une petite, je sais pas, une petite auto, puis qu'elle est emballée dans son étui d'origine, là, ben, ça fait un petit élément supplémentaire, un petit plus intéressant. Oui. Un nouveau partenaire, hein? Ben oui. C'est agréable. Ils le faisaient depuis longtemps, mais ils nous donnaient de l'argent. Puis à un moment donné, on a dit, regarde, si on avait des jouets, ça serait intéressant. Ça n'a pas pris de temps. Le message a bien passé. Oui, il a passé tout de suite. Cette année, le Centre Action bénévole fête son 30e anniversaire. On en avait glissé un petit mot lors de notre dernière rencontre. Là, on va peut-être en parler un petit peu plus, parce que le 30e anniversaire, c'est au mois d'avril qui s'en vient. Ça veut dire que, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que c'est sûr que le 30e anniversaire, parce qu'il y a des gens qui me rencontrent, disent « Hey, c'est super, est-ce qu'on va être invité? » C'est sûr que c'est les bénévoles et les bailleurs de fonds du Centre d'action bénévole. On ne peut pas inviter la population générale. Ce sont les membres bénévoles qui ont bâti, les ex-membres bénévoles. Il y a des gens qui sont décédés là-dedans. On va faire quelque chose de super à ce niveau-là aussi. On n'a pas oublié ces gens-là. Ceux qui ont donné du temps puis qui ont décidé pour telle ou telle raison, je ne peux plus en donner. On va tout aller vérifier le nom de ces gens-là. Ils vont être invités. Alors, il va y avoir une activité spéciale dans le sens que ça va être un souper, genre, tu sais, 20 $ allocution, de la danse, un bon repas, des petits cadeaux surprises, là, des choses comme ça. Alors, les gens devraient apprécier ça. Et en plus, il va y avoir un document souvenir. On l'avait fait pour le 25e anniversaire. Ça veut dire que là, on va aller replonger dans les 30 dernières années pour faire un résumé de tout d'où est parti le Centre d'action bénévole et où il est arrivé.
et à cause de qui, à cause de quoi, etc., etc. Tout va être documenté là-dedans. Donc, 30e anniversaire, il faut le dire, Histoire ça à se suivre. souligne. Hein? Histoire Oui, à ça se suivre. souligne, je comprends que ça se souligne. Quelques petites précisions maintenant en ce qui concerne le service de comptoir vestimentaire. Ouais. D'abord, le comptoir vestimentaire, parce qu'on a des téléphones là-dessus, ça fait que j'aime bien le ramener comme sujet pour dire à la population d'abord que le service de dépannage vestimentaire, on appelle ça, on dépanne les gens avec des vêtements, dans le fond, là. C'est ouvert 3 jours par semaine sur rendez-vous pour des personnes dites à faible revenu. Faible revenu, je veux bien le préciser parce qu'il y a des gens encore qui nous appellent, puis je pense qu'ils n'ont pas très bien saisi là-dedans. Faible revenu, tu peux recevoir un revenu d'aide sociale, tu peux être au salaire minimum et tu peux avoir le chômage. C'est sûr que si j'ai le gros chômage puis j'ai 30 000 par année, on ne parle pas de ça, là. On parle de gens qui gagnaient 10-12 piastres de l'heure puis qui se retrouvent au chômage. C'est comme si tu gagnais 6 piastres de l'heure. À ce moment-là, sur rendez-vous, ils vont payer 2 par enfant, 4 par adulte. Ils vont prendre, je dis pas qu'ils vont vider le comptoir, là, mais ils vont avoir pas mal de vêtements. Je veux dire, ils manqueront de rien, les enfants non plus. 2 jours par semaine, le mardi et jeudi, qu'on est ouvert à toute la population. Et toute la population peut venir acheter des vêtements, mais ça se vend à l'unité. OK? Paire de pantalon coût de temps, un gilet coût de temps, etc., etc. Et ces argents-là qu'on ramasse, on n'a pas le choix. C'est une façon d'aller chercher du financement pour le remettre des services. Alors, si moi j'ai de la popote, comme là, on a beaucoup de difficultés financières à maintenir la popote. Les accompagnants médicaux, il a fallu mettre des balises aussi. C'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça. Puis les budgets n'augmentent pas. Mais les demandes augmentent. Donc, c'est une façon d'aller chercher de l'argent et dire, tiens, ce qu'on va faire, on va le remettre dans la popote, par exemple, qui va permettre peut-être à 5 personnes de plus de bénéficier de ce service-là. Et pour les gens qui sont à faible revenu, c'est quand même surprenant la qualité de vêtements qu'on peut retrouver. Oui, hein? oui, ben, je pense que c'est déjà venu. Puis les gens, en général, je te dirais, quand ils viennent, là, on va parler des gens, des gens qui reçoivent sont très contents, là, mais les gens qui viennent là, sur les journées de portes ouvertes, là, ils n'en reviennent pas, comme c'est bien tenu, puis comme on a de la qualité de vêtements aussi. Ça, encore une fois, chapeau à la population. Hein. Oui, tout à fait. C'est dû à cette Encore eux autres qui sont là. constante solidarité-là. Le nerf de la guerre du Centre d'action bénévole, comme à peu près l'ensemble des organismes à but non lucratif du secteur de la MRC, les fameux bénévoles, on en a toujours besoin et nous, on connaît ça, on est en perpétuel recrutement. C'est ça, perpétuel, ça c'est quotidien. Mais avant d'arriver au nerf de la guerre, comme tu dis, j'ai oublié de dire à la population au niveau des vêtements, le plus possible de ne pas laisser de vêtements à l'extérieur, parce que plus souvent qu'autrement, on est obligé de se débarrasser de ces vêtements-là parce qu'ils sont dans un piteux état, ou des gens sont passés et n'ont pas fait des choses bien correctes avec ce linge-là, ce qui fait qu'on perd souvent de la belle qualité de vêtements. Alors, c'était possible aux heures de bureau. On est ouvert entre 8 h et 4 h, ce qui ne veut pas dire que moi, je passe à 7 h le matin, je peux le laisser là. Ça, c'est correct. Mais pas le laisser là le vendredi à 5 h puis qu'on le retrouve le lundi, quand on le retrouve, ça. Faire preuve de jugement. Alors, l'honneur de la guerre, c'est ça, les bénévoles. Moi, je veux dire qu'au Centre d'action bénévole, on a une très belle équipe, et ça roule rondement, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je veux dire aussi qu'on a toujours besoin de bénévoles, puis quand le bénévole s'inscrit chez nous, c'est toujours lui qui décide ce qu'il va faire, quand il va le faire, le nombre de fois qu'il va le faire, ça, c'est pas important. Il n'y a aucun stress chez nous à dire, ben là, je peux pas, ça fait 2 fois, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non. On peut dire non 4, 5, 6 fois, c'est pas important. La fois qu'on dit oui, c'est important. Puis je veux dire aussi qu'au niveau du Centre d'action bénévole, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse. Il y a des avantages aussi intéressants à faire partie du Centre d'action bénévole. On a on organise des journées de formation de toutes sortes, il y a des activités récréatives, il y a un journal de liaison qui se fait, on peut aller jouer au quai, on peut se rencontrer pour un déjeuner. Il y a la semaine de l'action bénévole où tu as beaucoup d'activités aussi. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je veux pas juste faire du bénévolat, mais j'aimerais créer un contact social. En tout cas, si c'est pas la place, c'est une des bonnes places. La grande famille des bénévoles. C'est la grande famille. Moi, une grande famille, ça, c'est sûr. Et pour les gens qui voudraient en savoir plus sur l'ensemble des services qu'on vient de discuter, soit avoir des précisions ou carrément aller rencontrer un intervenant, peut-être rappeler les coordonnées du Oui, centre? on est toujours au 390 René Lévesque Ouest à Chandler, 689-6023. Puis je dis aux gens aussi, ça je le dis souvent, c'est pas juste question de venir chez nous puis dire OK, je veux m'inscrire comme bénévole, mais juste savoir un petit peu, avoir de l'information, puis voir un peu c'est quoi le Centre d'action bénévole. Il y a des gens qui ne sont jamais venus au Centre d'action bénévole. On comprend ça aussi. Mais s'ils venaient, ils seraient peut-être surpris de voir
tous les services qui sont en place. Parce que c'est habituellement ce que disent les gens quand ils ont fait le tour. On pensait jamais qu'il y avait autant de services que ça. Puis ça, c'est grâce aux bénévoles, c'est sûr. Puis pour avoir été visité, c'est Oui. vrai que puis c'est très agréable, les gens sont conviviales. Ah, et puis- on est gentils. Et nous, la beauté de la chose, c'est qu'on se revoit quand même Oui. de façon assez régulière. Assez régulière. Donc, si les gens ne se déplacent pas nécessairement au Centre Action bénévole, suivez la programmation de TVCGR. On se voit au minimum une fois là, tous les 2 mois. là, Puis en moyenne. recrutement de bénévoles, si tu as remarqué, on en parle à chaque fois. Oui. On en parle à chaque fois parce que ça donne des résultats. Parce qu'ils ont entendu ça. Donc, je me plais à le répéter. Merci de votre visite à l'émission Merci Reflet à toi, d'ici. Mirko, puis à la prochaine. Au plaisir de se revoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours en notre compagnie, Jocelyne Couvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Toujours. Alors, une belle émission en perspective encore cette semaine. Oui, on va parler des expressions québécoises et leurs origines. Je pense qu'on va en découvrir plusieurs. Oui, j'ai beaucoup appris en faisant les recherches, des choses que j'ignorais. J'imagine qu'au niveau des origines, ça devait être même souvent impressionnant. Là. Oui, et parfois c'est drôle. Donc, Allons-y. on débute avec s'en ficher comme l'an 40 ou se sacrer comme l'an 40. Ça vient d'où? On voit une image de Montréal en 1840. Donc, c'est qu'au Québec, on avait annoncé des désastres, la fin du monde, des événements épouvantables en l'an 1740. Évidemment, ce n'est pas arrivé. Et la même chose, en 1840, on a encore annoncé la fin du monde. Et ça n'a pas arrivé. Donc, on s'est mis à se dire « je m'en fiche » comme dans l'an 40, en voulant dire un peu Ah bon. cyniquement. Nous, des années 80-90, c'était Nostradamus qui était en mode, là. Oui, c'est ça. Là, on s'en fiche comme dans l'an 40. Exactement. C'est comme le bug de l'an 2000, là, ça n'a Ouais, pas... ça n'a pas marché bien, cette affaire. C'est ça. Ensuite, l'expression gnochon, qui signifie une personne un peu niaiseuse. Ça vient du mot miochon, qui est un diminutif de mioche. Le mioche, c'est le dernier né de la famille, donc c'est le bébé de la famille. Donc, vu que c'est le bébé, il est moins connaissant que ses frères et sœurs. Il est plus, entre guillemets, niaiseux. Donc, c'est pour ça qu'on dit gnochon. Bon, c'était bien de le mettre en guillemets quand même. Entre guillemets. Je suis le gnochon de ma famille, je suis le bébé de la famille. Bon. Je On va m'assume. pouvoir agacer ma sœur avec ça. Gnochon. Gnochon. Ou gnocheuse. Gnochon dans le dictionnaire, je sais pas. J'ai pas osé y aller vers gnochon. Gnochon. Mais ouais. Ensuite, bretter. Donc, perdre son temps. Une brette, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est un épée. Longue et étroite, qui date des années 1653. Une belle épée à part de ça. Très belle épée. Donc, un bretteur, c'était quelqu'un qui se battait avec cette épée-là dans des lieux peu recommandables, comme des maisons de débauche. Donc, on disait qu'il perdait son temps, il allait se battre dans les maisons de débauche. Donc, c'est resté bretter, c'est perdre son temps. Et bretteux, c'est quelqu'un qui perd son temps. Voilà. Ensuite, filer un mauvais coton, on dit ça quand quelqu'un ne file pas, là, c'est pas sa journée. C'est apparu en 1846, l'expression, parce qu'on a inventé les machines à tisser, à filer et à tisser. Et si une machine était mal ajustée, ça produisait un fil de mauvaise qualité. On disait que ça filait un mauvais coton. Et si la personne qui filait sur la machine filait pas, était de mauvaise humeur ou ça allait pas bien, on disait aussi qu'il filait un mauvais coton et c'est resté quand tu files pas fort. On enchaîne avec conter une pipe, donc qui veut dire une histoire mensongère pour tromper quelqu'un. Ça vient du latin pipar, qui veut dire piailler, et c'est en fait pousser des petits cris comme un oiseau. Et les gens qui allaient à la chasse à l'oiseau, ils imitaient le cri de l'oiseau pour essayer de l'attirer. Donc, en imitant le cri de l'oiseau, c'était mensonger, donc ça a dérivé, c'était comme tromper l'oiseau. Donc ça a dérivé et compter une pipe, c'est tromper quelqu'un, lui compter des conneries. C'est cocasse. Oui, c'est cocasse. Ensuite, pas la tête à Papineau. Qui était Papineau? Donc, on dit que quelqu'un qui n'est pas la tête à Papineau, c'est quelqu'un de pas intelligent parce que Papineau était très intelligent.
Donc, lui, il a vécu entre 1786 et 1871. C'était le chef du Parti patriote. C'est lui qui a fait la fameuse rébellion de 1837 qu'on voit à l'écran. Donc, il défendait les droits des Canadiens français. Et donc, c'était vu comme une personne extrêmement intelligente, très aimée. Donc, quand on dit « t'es pas la tête à Papineau », c'est pas un compliment. Il avait une plume extraordinaire, il paraît. Oui, c'était vraiment quelqu'un de très, très apprécié. Oui, c'est une expression encore assez on le dit utilisée. encore. Oui, on le dit encore aujourd'hui. Peut-être sans savoir ce qu'on dit, mais elle est utilisée. Elle est Mais là, utilisée. maintenant, les gens le savent. Ben oui, plusieurs expressions que finalement, j'aime savoir ça vient d'où et c'est encore plus drôle quand t'es dit après. Tout à fait vrai. Enfiroiper. Donc, c'est de se faire avoir par des belles paroles, des promesses. C'est une déformation de l'anglais, mon anglais, in fur wrapped, en tout cas, habillé en fourrure. OK. Donc, ça vient d'où? C'est que les Anglais, on parle du temps de la Nouvelle-France, ils étaient habillés en fourrure alors que les Canadiens français étaient habillés plus pauvrement en lin. Et les Canadiens français, quand ils se faisaient avoir par les Anglais, ils disaient l'expression « enfiroiper » parce que les Anglais étaient enveloppés de fourrure. Donc, ça vient de notre détention entre Canadiens français et Anglais. Donc, Intéressant. ça vient de loin. Ensuite, la chienne à Jacques, donc quelqu'un de mal habillé. Ça vient du bas du fleuve. C'est une chienne qui avait perdu tout son poil à cause d'une maladie de peau et ça appartenait à Jacques Aubert, la chienne à Jacques. Donc, lui, l'hiver, pour pas qu'elle ait froid, il lui mettait des vieux chandails usés. Quand le monde voyait le chien se promener méchante anecdote. habillé n'importe comment, ben là, tu es habillé comme la chienne à Jacques. Ben Ça m'a vraiment fait rire. là. Ben, c'est drôle. Oui, c'est assez... Au Québec, à part de ça. Oui, dans le bas du fleuve. Hey, c'est typiquement québécois comme Ouais. expression pour le Donc, l'expression... Ben, c'était une affection, une belle affection qu'il avait pour son chien, par contre. Ben oui, il habillait son chien avec des vêtements usés, donc ça a l'air qu'elle était assez... c'était bariolé, son affaire. Elle avait du style. Elle avait du style, donc quand vous direz l'expression, vous allez savoir l'origine. Bon. Ça veut dire qu'il y en a encore ceux qui mettent des manteaux et des tuques et des mitaines à leurs chiens. Là. C'est inspiré Il de habille Jacques. comme la chienne à C'est Jacques. des descendants de Jacques. Ça vient de là. Ensuite, l'expression « à cette heure », qui veut dire « maintenant », c'est une contraction de « à cette heure ». Et c'est très ancien, c'était utilisé par le roi François Ier qu'on voit à l'écran. Donc, on a toujours l'impression que le français québécois est un mauvais français comparé au français de France, par exemple. Mais beaucoup des mots québécois étaient utilisés par les rois de France à l'époque. Et ça vient de quelque part, parce qu'on a notre langage courant. Oui. Donc, Astor, c'est utilisé par les rois de France. Et aussi, je sais que moi, toi, les rois utilisaient ça aussi. J'ai toujours dit qu'on était les kings de la Ah non, langue française. c'est évident. Oui. Ça prend pas la tête Elvis Gratton pour faire ça. Belle variante. Ben oui. Ensuite, tabagie. Tabagie. C'est pas tout le monde qui utilise ça, parce que moi, en tout cas, ce mot, j'utilise On pour... en avait eu dans la Grande-Rivière, une tabagie. Oui, Je me rappelle tabagie. de ça, moi. Et à Tchana, des fois, j'appelle c'est ça une tabagie aussi. Donc, une tabagie, c'est un marchand de tabac, là, le vrai nom. Ça vient de l'Amérindien. Ça désigne une cérémonie où on fumait le calumet de la paix. Ah, Donc, ça a dévié marchand de tabac et finalement, un magasin où ils vendent des magazines. on trouvait de tout à la tabagie. Oui, Grande-Rivière, on trouvait sur le bord de n'importe dépanneur avec tout. Là. Moi, je me C'était la souviens. seule place qu'on pouvait avoir des livres, fait que moi, j'adorais. Puis c'était au sous-sol de l'ancien théâtre. Exactement. Même quand on prenait notre break avant, en travaillant à l'ancienne TV, on allait s'acheter un petit sticker-là ou un chip. Ben oui, une tabagie, ça, c'est resté. Peut-être les plus jeunes connaissent moins le mot, mais moi, tabagie, ça... Alors, ça vient de l'Amérindien. Tabagie, c'est des anciens Walmart. Hein. Ben oui, c'était ça a pris naissance comme ça. C'était plus petit, des grandes tabagies maintenant. C'est ça. Ensuite, j'enchaîne avec pitoune. Bon, ben pitoune, c'est une bûche. Pitoune, attends, je pense que je sais d'où ça il y vient. a les draveurs et les Oui, ok. bûches. Bon, pitoune, c'est aussi une belle femme. Ça vient de l'anglais happy town, donc village joyeux, si on veut. Ça, c'est quand les contremaîtres étaient en congé. Et aller s'amuser en ville, et ça a dévié que c'était une belle femme parce qu'elle allait s'amuser de bien des façons.
De pitoune en pitoune. Exactement. Donc, pitoune, ça vient de loin. Du temps Puis des- très habile, les gens là-dessus. Mon Ah oui, grand-père, c'est les c'était, draveurs, hein. c'était le king de la pitoune. Ah oui? Ah oui, Ah oui, il faisait des c'était... concours, là, puis pouvoir marcher, puis la faire tourner. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça à la télévision. Oui, mais il faut le faire. Ah là. oui, Non, ça non. prend tout un talent. Ouf, c'est quelque chose. Ouais, c'était des ouvriers très habiles. Ensuite, j'enchaîne avec cave. Ça m'a vraiment fait rire. Quand on traite quelqu'un de cave, c'est un idiot, évidemment. C'est déformation de l'anglais calves. Je ne suis pas sûre que je le dis comme il faut. Ça veut dire veau, finalement, le veau, vache. Donc, c'est une déformation de l'anglais. C'est que, j'explique le contexte. Dans les chantiers avant, il y avait les foremen, les contremaîtres, là, les gérants. C'était souvent des anglophones. Et les travailleurs, c'était souvent, les bûcherons, c'était des Canadiens français. Donc, ils passaient l'hiver dans le bois parce que les routes n'étaient pas vraiment praticables. Ils passaient tout l'hiver dans le bois. Puis, rendu au printemps, ils étaient payés toute leur paye de l'année. Et ils allaient voir leur blonde. Donc, ils étaient fous balais, ils étaient bien contents avec tout leur salaire de l'année. Et les contremaîtres les voyaient aller, puis ils disaient que ça avait l'air d'une gang de veaux qui sort de l'étable après tout un hiver au complet. Et donc, les foremen disaient que c'était une bunch of calves, donc c'était une bande de veaux. Donc, les francophones comprenaient cave, et c'est resté. Et entre eux, ils se traitaient de cave quand on voulait dire que quelqu'un était niaiseux. Bon. Donc, c'est Bon, ça nous a quand même inspiré un riche des choses, historique. hein. Ouais. L'appropriation de la langue nous a inspiré bien des choses. Voilà. Ensuite, zouave. On continue dans les insultes. Donc, quelqu'un qui est un peu niaiseux, si on veut. Ça vient des zouaves pontificaux qu'on voit à l'écran de 1868. Ils défendaient les États papaux en Italie. Au Canada, on avait des zouaves aussi qui assuraient la sécurité lors d'événements religieux. Et donc, il y avait des costumes un peu excentriques, comme on venait de voir. Et c'est resté fais pas ton zouave, fais-moi pas honte. Donc, ouais, un zouave, c'était ça. Et je termine avec un sujet de destination que j'entends souvent. Est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on descend à Montréal? On entend souvent les deux variantes. Donc, ça fait référence à monter ou descendre une rivière. Okay. Donc, si on part de Montréal, qu'on se dirige vers cette île, on descend le fleuve. Exactement. On descend cette île. Si on part de cette île à Montréal, on monte le fleuve Saint-Laurent. Parce que j'entends plein de variantes. Les gens disent non, tu ne te sens pas à Gaspé, tu montes à Gaspé et vice-versa. Ouais. Donc, je viens de résoudre... Démystifier un mythe contemporain du secteur de la MRC Rocher-Percé. Voilà. Non seulement ça a été divertissant, mais je pense que tu viens vraiment d'enrichir notre vocabulaire, là. Puis pas à peu près. Bien, je pense que maintenant qu'on va dire des expressions comme ça, qu'on va traiter quelqu'un de cave ou de zouave, ou la chienne à Jacques, qui est comme... Ça va être un geste réfléchi. Ça va être un geste. Pas un geste, une parole plutôt. Ça va être... Voilà, il y a quand même... C'est notre histoire et notre patrimoine quand même. Oui, puis ça fut très intéressant. Donc, on se donne rendez-vous pour une autre capsule la semaine prochaine. Avec plaisir. Plaisir de se voir la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette semaine. On se laisse sur des images de la manifestation du 25 janvier dernier à Chandler contre l'austérité. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@hotmail.com ou directement sur facebook.com/TVCGR. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine.
depuis 2 ans, la Gaspésie est frappée financièrement par des coupures, toujours des coupures qui ont commencé avec nos plus démunis quand on parle des programmes Réno-Village, quand on parle des programmes de rénovation d'urgence. On a perdu plusieurs millions en Gaspésie, puis je peux vous dire que dans Rocher-Percé, au cours des 2 années, si on regarde au niveau du centre de santé, des coupures de près de 1,5 million, des coupures en éducation, des coupures au niveau du cégep, au niveau de la Sûreté du Québec, des gens qui quittent la région, nos jeunes qui partent, notre population qui vieillit. On n'a pas à appliquer au niveau du gouvernement des politiques mur à mur sur l'ensemble du Québec qui viennent défavoriser les régions. Ce que je tiens à dire aussi aux gens, au gouvernement, c'est que les régions, c'est pas seulement des ressources naturelles qu'on a en région. On a des gens qui habitent ces régions-là, des gens qui sont fiers d'être Québécois, eux autres aussi, puis on espère avoir cette reconnaissance-là du gouvernement, puis des gens des grands centres. Merci tout le monde et on se rappelle, ici c'est pas fédéral, c'est provincial ce qu'on voit, mais je veux quand même vous porter l'attention du fait qu'au fédéral, on a vécu l'austérité. On a vu l'impact de l'austérité chez nous. On a perdu des millions de dollars, surtout dans les prestations d'assurance-emploi. On a vu des pertes d'emplois. On comprend que l'austérité, c'est une autre façon de dire la centralisation, que le pouvoir quitte la région et s'en rend dans les grandes municipalités. Je ne peux pas vous dire si ça aide Montréal, je ne peux pas vous dire si ça aide les gens d'Ottawa, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça nous nuit. Ça ne nous nuit pas à peu près. Il faut qu'on ait les outils pour qu'on puisse faire la relève nous autres mêmes. Le gouvernement Couillard veut nous abandonner, mais franchement, qu'il s'en aille, le gouvernement Couillard. Nous autres, on va prendre nos outils, on va prendre la relève nous autres mêmes. Ça commence avec la force du peuple, ça commence avec Touche pas notre région, qu'on mobilise les gens ensemble pour que dire au gouvernement Couillard, c'est assez l'austérité, c'est assez, on fait ce qu'on peut chez nous, puis on n'a pas besoin de vous autres, on n'a pas besoin de Harper, on a besoin d'outils, il faut qu'ils nous les amènent aujourd'hui, afin de l'austérité, qu'on commence vraiment à travailler ensemble. Alors merci, puis lâchez pas. Une petite introspective par rapport à l'élection du gouvernement libéral, qui nous avait promis 250 000 emplois et qui sont arrivés avec une histoire de bonhomme 7 heures avec un déficit de 7 milliards qui était, je dirais, gonflé artificiellement. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont engendré, je dirais, une pléthore de coupures dans tous les secteurs d'activité. On parle de la santé, de l'éducation, on parle des CGE, des CPE, qui sont en réalité des institutions d'émancipation collective et de soutien au développement économique. Donc, on vient anesthésier, ici dans nos régions, les instruments que nous avons pour nous émanciper. Et, et avec une vision urbano-centriste aussi, où on rapatrie vers Québec les pouvoirs de décision du développement de nos régions. Notre principal ennemi, c'est le désespoir. Parce que quand on rentre en posture de désespoir, on fait des actions désespérées. Et c'est là que nous sommes portés à aller chacun vers soi pour nos petits besoins. Donc, il faut avoir une posture où on garde l'espoir, où on a une posture de résistant et de combat et de combattant. Actuellement, je ne ferai pas d'analogie avec la Deuxième Guerre mondiale, mais les collabos, c'était des gens qui abandonnaient. Il faut se battre, il faut rester fier. On va passer peut-être un mauvais quart d'heure, mais dans quelques années, on va être fiers du combat qu'on aura mené, puis de notre dignité qu'on va préserver aussi. Donc, lâchez pas. On est votre écho à l'Assemblée nationale. Et écoutez, on va continuer. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais féliciter l'organisation, le mouvement de la CSN qui a organisé le rassemblement aujourd'hui. Puis c'est très, très important. Il faut se tenir serré. Il faut vraiment qu'on soit solidaire parce que présentement, on est attaqué de partout. Puis c'est pas évident. Hein? Chacun est attaqué. L'éducation, la santé, les jeunes, les transports. Fait qu'on est porté des fois à se replier puis à regarder dans notre cours, mais je pense que ça serait le pire réflexe qu'on aura à faire. Il faut être solidaire, comme Sylvain l'a mentionné.
C'est très, très important. Il ne faut pas qu'on se divise. Au contraire, il faut s'unir. Puis ça, les mouvements syndicaux dans le passé nous ont toujours démontré l'importance d'être unis, d'être solidaires. Puis il faut, je pense, que ces mouvements-là continuent à jouer ce rôle-là pour aussi supporter et mettre de la pression sur les gouvernements. Écoutez, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais plusieurs qui m'ont précédé ont parlé de la santé, de l'éducation, des jeunes. On est attaqué un peu de partout. Hein. C'est ça qui est déstabilisant. Quand tu regardes ça comme élu, tu te dis, bon, ben, quel dossier qu'on prend pour confronter le gouvernement en place comme opposition. Écoutez, ça arrive de partout, les coupures, mais il va falloir qu'on priorise, il va falloir qu'on mène nos combats un par un. On ne pourra pas tous les gagner, mais ça va être important qu'on soit solidaire, le monde municipal, les intervenants économiques, les syndicats. Il va falloir qu'on se tienne en région et qu'on montre au gouvernement qu'on n'est pas divisé parce que ça serait tombé dans le panneau. C'est le panneau qui nous tente. C'est bien stratégique leur affaire. Hein? Vous savez, quand ils disent qu'ils vont couper des structures, là, en général, les structures, là, les gens pensent qu'il y en a toujours trop, ça coûte toujours trop cher. Mais il faut se dire qu'en dessous des structures, là, il y a des budgets. Hein? La CRE qui est coupée, c'est 15 millions de budget par année qu'on perd. Ça va paraître 15 millions gérés par les Gaspésiens en Gaspésie. Les professionnels, nos jeunes qui travaillaient là, 34 jeunes, bon, ben c'est des gens qui vivaient dans le coin, des jeunes qui étaient revenus, des jeunes qui avaient choisi de venir vivre ici, ben c'est une perte. Nos CLD, les Carrefours Jeunesse Emploi, j'apprenais cette semaine, là, il va y avoir 30 d'augmentation des budgets pour les Carrefours Jeunesse Emploi dans certaines régions du Québec, mais le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Basse-Côte-Nord, la Côte-Nord, moins 10 de budget. On augmente les budgets en ville pour les Carrefours Jeunesse Emploi, puis ici en région où les jeunes s'en vont, on nous diminue nos budgets au maximum. C'est vraiment un gouvernement qui est déconnecté de la réalité des régions. Puis ça, il va falloir que ce gouvernement-là prenne un temps d'arrêt, parce que les coupures, c'est trop, c'est beaucoup trop, c'est trop vite, c'est trop en même temps. Puis ça va avoir des effets dévastateurs dans les régions, on le sent vraiment. Puis il va falloir que le gouvernement là, arrête de couper mur à mur, puis se rende compte que dans des régions comme nous, où il n'y a pas de gras, ben, dès qu'on coupe, là, ça fait mal. Hein? On touche l'os immédiatement. Puis ça, il va falloir qu'on se lève debout. Puis moi, vous invite à continuer. Aujourd'hui, on est quoi, 150, 200 personnes? Bien, il va falloir qu'on continue de mobiliser. Puis soyez assurés que comme député, moi, je vais faire mon possible pour défendre ma région, défendre vos intérêts. Mais on va avoir besoin de l'appui de la population pour convaincre ce gouvernement-là qui, finalement, est en train de réaliser un plan qui nous a jamais fait peur durant les élections. On parlait des régions comme quoi c'était une priorité, mais là, on sent que la priorité du gouvernement, c'est démolir les régions. C'est pas ça qui nous a été promis en élection. C'est pas transparent comme discours. Merci. L'austérité.